mon ordinateur. Cette semaine, ce qui fait que je suis pas sur mon ordinateur habituel. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de difficultés en ce moment. Je me vois même pas comme d'habitude, je vois pas les commentaires. Fait que on va espérer. OK, hello, ça fonctionne. Allô, Mel, contente de vous voir les filles. OK, je vois vos commentaires. Allô, Julie, contente de vous voir les filles. OK, donc, je veux prendre le temps de mettre la table sur, avant que je parle de mon incident, sur pourquoi j'ai décidé de focuser sur cette conversation-là, sur les revenus passifs. En fait, la première raison, c'est vraiment que je trouve qu'il y a trop de clientes qui m'arrivent avec de frustration par rapport à leur formation, puis leur difficulté à vendre leur formation, puis que il y avait l'impression que c'était pas aussi difficile ou que on leur a vendu que c'était facile de faire des revenus passifs avec une formation ou un produit qu'on appelle passif en ligne. Et je veux qu'on remette les pendules à l'heure. Je veux qu'on soit super clair sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des revenus passifs et c'est quoi les attentes pour croître, pour bâtir, pour croître et scaler ton produit d'information, soit ton membership, ta formation ou ton programme en ligne, parce que c'est vraiment pas ce qu'on voit en ligne. Qui ici a une formation ou un produit d'information à vendre ou qui a un intérêt peut-être de vendre un produit d'information? Je serais curieuse de vous entendre en commentaire. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui, mais juste vous dire, là, justement, ça se peut que je cherche un peu vos commentaires, puis que je prenne un petit peu plus de temps que d'habitude parce que je vous vois pas super bien avec juste mon écran, parce que j'ai renversé de l'eau sur mon écran d'ordinateur, sur cet ordinateur-là, qui est mon MacBook Pro. Et il ne s'ouvre plus, malheureusement. Il doit aller en réparation. Ça fait 3 fois que ça m'arrive. Fait qu'un autre conseil que je vous donne comme ça, ayez un backup d'ordinateur. Pour vrai, le nombre de fois que ça m'a sauvé la vie d'avoir un backup, des fois, justement, là, ça m'est arrivé 2 autres fois que mon ordinateur a arrêté de fonctionner ou a été brisé de ma faute. Donc, ça a été vraiment utile d'avoir un backup. Et l'avantage d'avoir un backup sur Mac, mettons que vous avez un Mac, c'est que moi, j'ai plusieurs formations en ligne. Good, Julie, ça va t'aider probablement le live aujourd'hui. Peut-être que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi tes formations, puis à qui ça s'adresse, ou peut-être donner un petit peu de background si tu es intéressé pour que je puisse prendre ton exemple. Euh, Puis de voir aussi t'en es rendu où dans tes ventes et tout, puis c'est quoi tes enjeux par rapport à la vente de cette formation-là ou tes prochains objectifs. On pourra en rediscuter ensemble. Mais ce que je voulais dire, c'est d'avoir un backup. Si vous avez un Mac, d'avoir un autre Mac qui est déjà use, là, tu sais, l'ordinateur que j'ai en ce moment, c'est un MacBook Air. Il y a comme plusieurs années, c'est sûr qu'il n'est pas top, top, top parce que comme il n'y a pas toutes les mises à jour, puis il n'est pas comme au goût du jour nécessairement, mais ça me donne un bon backup si jamais arrive quoi que ce soit. Fait que ça, c'est quelque chose que je vous recommande définitivement d'avoir un backup de votre ordinateur en quelque part ou un ordi de plus pour continuer d'opérer votre business parce que sinon, il aurait fallu que je mette toute ma business sur pause pour aller au Apple le faire réparer, puis il aurait pu avoir 2 semaines où est-ce que j'avais pas eu d'ordinateur, il aurait fallu que j'en trouve un. Ça aurait ajouté tellement de stress à mon quotidien inutilement. Fait que définitivement, si vous pouvez acheter un backup, un ordi qui est pas cher à acheter, ou que vous connaissez quelqu'un qui a un ordi à donner, prenez le temps de faire cette démarche-là pour vrai. Ça va vous enlever un stress de... Ben, on peut beaucoup travailler notre cellulaire, mais moi, par exemple, il y a plein de choses que c'est plus difficile à faire sur mon cellulaire. Donc, voilà, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. On revient au sujet de conversation qui est l'information en ligne. Je sais que vous êtes là pour ça. Donc, s'il y en a qui sont intéressés de me partager quelle formation que vous vendez, à qui vous la vendez aussi, puis c'est quoi vos résultats, c'est quoi vos objectifs, puis vos enjeux en ce moment, ça m'aiderait beaucoup à vous aider dans le live. Euh, mais mon opinion par rapport à ça, je vais vous la partager aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi, moi, comment que j'ai bâti le programme que je vends en ce moment, qui est la majorité de notre revenu, ou une bonne partie de notre revenu, en fait. Puis, c'est quoi la différence entre, mettons, un membership, un programme, puis une formation en ligne? Euh,
par rapport à ces revenus-là. Puis, je vais partager mon opinion, le comment faire, puis j'aimerais ça avoir aussi peut-être votre feedback, puis votre expérience de comment vous avez perçu ça en ligne, comme qu'est-ce que vous avez reçu comme information par rapport au fait de vendre une formation en ligne, puis votre expérience avec les attentes que vous aviez versus c'est quoi qui s'est passé en réalité. Fait que je vais vous partager aussi, si vous me le partagez, ça serait super, mais je vais vous partager aussi les expériences overall de mes clientes par rapport à ça, parce que je pense que c'est quelque chose que les gens osent pas parler, comme on n'ose pas nécessairement partager comment on a intercepté un message et tout, mais il y a vraiment plus de gens euh, qui se font avoir carrément par rapport à ça, fait que je veux en parler. Premièrement, mon opinion par rapport aux formations en ligne, c'est que je pense que les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes par rapport à vendre en ligne de façon passive, parce que ce qui nous est projeté, c'est que tu as juste à créer une formation, peu importe la qualité, tu as juste à créer quelque chose qui est à une audience ou un problème. Puis je ne vais pas généraliser, mais je veux dire, c'est vraiment simplifié en ligne. Puis c'est comme si tu crées une formation, peu importe si elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais que dans le fond, tu le vends à la bonne personne qui a un bon problème, t'avant un prix qui est raisonnable. Tu as juste besoin de te mettre de l'avant, puis tu vas vendre la formation. Tu as juste besoin de te mettre out there, tu as juste besoin d'être visible, puis tu vas vendre automatiquement, comme visibilité égale vente. Fait que, puis ça, je trouve ça tellement, premièrement, c'est vraiment pas vrai. C'est absolument pas vrai que tu as besoin de rien faire d'autre que de créer la formation puis d'être visible, parce que je l'ai vu à maintes et maintes reprises, ça marche pas toujours d'être visible. Euh, Puis la réalité, c'est que oui, ça marche pour certaines personnes. Puis j'ai expliqué pourquoi ça marche pour certaines personnes. Ça marche pour les personnes qui ont déjà une offre ou une réputation ou une certaine notoriété de bâti. Fait que moi, demain matin, je lance une formation, beaucoup plus de chances de faire de ventes qu'il y a 5 ans. Pourquoi? Parce que j'ai le backtrack story de tout ce que j'ai fait. OK? Fait que c'est facile de dire, puis je vois plein de monde commencer à le faire en ce moment, puis ça me décourage. C'est comme, ça fait 8 ans qu'ils sont en business, puis là, ils disent, ah, avant, je faisais du high ticket, avant, je faisais du one-on-one. Maintenant, on fait plus ça, on fait une formation, on scale, on a un volume de personnes. C'est la nouvelle façon. Puis je suis comme, comment t'as fait pour te rendre là? T'as fait quoi avant ça? Fait que c'est comme, oui, je comprends, oui, ça se scale, oui, c'est quelque chose qui est comme plus passif en termes de delivery, t'as pas à faire la livraison de service, mais t'as à faire une shit tonne de marketing, puis t'as bâti une audience pendant ces années-là qui fait que là, tu peux vendre la formation plus facilement. Fait que c'est pas comme conseillé de dire, ah, ça, c'est la nouvelle façon de faire, comme, ah, maintenant, c'est les memberships, ou ah, maintenant, c'est les formations qui marchent. C'est plus le high ticket ou c'est plus le one-on-one. Tout marche, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend vraiment de ta business est rendu où, puis ça dépend vraiment de ton audience est rendue où, puis ça dépend de ta stratégie marketing, ça dépend tellement d'affaires. Fait que je veux décortiquer ça un peu aujourd'hui sur pourquoi que ça marche et tout. Un exemple, c'est une formation cake design débutant, j'enseigne comment faire des gâteaux. Oui, totalement de gâteaux de A à Z pour ceux qui connaissent rien là-dedans ou améliorer leur technique qui manque. Oui, on s'est parlé, Julie, je me souviens de ton business. Effectivement, maintenant, ça fait plus de 4 ans que je suis en ligne pour ces formations, mais j'ai plus de 14 ans d'expérience comme cake designer. J'ai été propriétaire d'un traiteur pâtisserie de pignon sur rue plusieurs années. Exact. Mais je pense que ça, les gens l'oublient. Oui, ça marche, les formations en ligne, quand tu as une notoriété, puis une expérience, puis quelque chose qui est relevant, qui fait du sens avec pourquoi qu'on te ferait confiance à toi. Moi, demain matin, je regarde mon feed Instagram, puis ce que je vois, c'est comme créer un produit sur Canva en 5 minutes, puis vends-le à genre une audience en étant plus visible à travers la pub. Puis je suis comme impossible que ça marche. Comme, pas que ça va pas marcher peut-être sur le court terme, mais peut-être tu vas faire quelques ventes, mais ça sera pas soutenable. Il y aura pas un vrai brand derrière ça. Puis pour de vrai,
genre, je vois des business à chaque semaine, c'est ça que je fais tout le temps. Puis toutes les clientes qui ont essayé ça pour le tester, ça n'a pas fonctionné. Fait que je suis juste comme. Puis ceux qui disent que ça marche, pour vrai, là, qui ont pas de background, qui ont pas d'expérience, qui ont pas rien là-dedans, qui font juste vendre une formation ou qui ont pas fait autre chose avant que de vendre une formation, je les crois pas vraiment, pour vrai. Je les crois pas vraiment parce que j'ai juste pas vu en réalité. Fait que je vais le voir quand je vais le croire. Puis ceux qui disent quelque chose en ligne, ça veut pas nécessairement dire que c'est vrai, hein, by the way. On peut vouloir vendre une formation pour vendre carrément. Ça, c'est un concept vraiment fucked up. Puis ça, c'est un des plus gros scams en ligne. C'est de dire, ah, ben, à cause que je dis que je fais de l'argent, les gens vont acheter à cause que je fais de l'argent. Mais ça, là, c'est illégal, by the way. Fait que c'est correct, là, que tu le fasses. Mais tu vas le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis à un moment donné, il y a des régulateurs, puis il y a des gens qui vont venir cogner à ta porte puis dire, hey, on est obligé de fermer ton entreprise. C'est pas soutenable, OK? Fait que, premièrement, c'est un scam. Fait que, la plupart des choses que vous voyez, OK, en ligne, ces business-là qui disent que c'est facile de faire un cours puis de juste faire de l'argent, puis qui vous disent qu'eux, ils n'ont pas eu besoin de faire X, Y, Z avant, ils ont juste vendu cette chose-là, puis ils ont fait déjà de l'argent, puis ils n'ont pas eu de background ou de connaissances ou ils n'ont pas fait autre chose avant, vous vendent un rêve. Puis c'est ça qui est dommageable. C'est pas la formation en ligne, c'est pas ce modèle d'affaires-là, parce que ça, j'ai des clients qui en ont un modèle d'affaires comme ça, puis ça va super bien dans l'entreprise, ils ont des clients satisfaits, et c'est pas du tout le modèle qui est à déplorer, c'est qui et comment certaines personnes se servent de ça, qui me pose un grand problème. Ça, les gens qui font ça, ben de toute façon, au bout de la ligne, ils vont se faire arrêter ou leur business va juste arrêter parce qu'ils vont avoir tellement de gens qui vont demander des remboursements puis tellement de gens qui vont porter plainte que comme la business va pas rester. Fait que je m'inquiète pas pour ces business-là, ça va finir par mourir dans l'œuf, mais je veux juste faire prendre conscience que ce que vous voyez, égale pas quelque chose de positif, égale quelque chose d'illégal. Un. Fait que l'attente à avoir par rapport à hey, tu peux faire 10 000 par mois sans avoir eu d'expérience, sans avoir fait X, Y, Z, whatever. Vous le voyez sur les médias sociaux, mais ces business-là vont pas rester. Fait que ayez pas ces business-là ou ces personnes-là comme point de repère. C'est pas un bon point de repère. Vous en allez pas dans la bonne direction en regardant ces business-là. Tu sais, c'est comme, c'est ça. C'est juste pas, vous regardez juste pas à la bonne place, by the way. Faut pas tout ce qu'on croit sur les réseaux sociaux, les enfants. Non, s'il vous plaît, ou si vous le croyez, ayez comme une seconde pensée de dire comme ça se pourrait-tu que ces personnes-là embellissent la réalité? Ça se pourrait-tu que ces personnes-là, ils soient, peut-être qu'ils embellissent pas la réalité, peut-être qu'ils font vraiment cet argent-là, mais ça se peut-tu qu'ils soient plus en business dans 3 ans? Ça se peut-tu que la qualité de qu'est-ce qu'ils offrent rencontre pas les attentes? Ça se peut-tu que toutes ces choses-là soient là? Regardez pas juste le montant, regardez pas à quel point c'est rapide, puis regardez pas à quel point comme. Regardez toutes les autres choses aussi. Fait que ça, c'est mon moment de comme Marie-Ève l'a si bien dit. Croyez pas tout ce que vous voyez. Puis si vous croyez ce que vous voyez, remettez en question l'intégrité du message, de qui ça vient, puis voulez-vous aller dans cette direction-là réellement? La réponse souvent, c'est non, vous ne voulez pas aller dans cette direction-là. Euh, Puis l'autre point de vue par rapport au scam, c'est. Fait que ça, c'est mon moment de comme Marie-Ève l'a si bien dit. Je pense que je m'entends bien. Je vous l'ai dit l'ordi aujourd'hui, là. Ça va être correct. Ok. Fait que ce que je disais, c'est qu'il y a ça, puis il y a les gens qui sont avancés. C'est des leaders. C'est des gens que je regarde puis que je trouve vraiment inspirants. C'est des gens qui ont bâti vraiment beaucoup de succès puis qui l'ont mérité puis qui ont le background, ils ont le pedigree et ils offrent des formations ou membership ou autres formes de revenus qui sont plus passifs, qui c'est pas un high ticket, c'est pas euh, done for you, c'est pas non plus du one-on-one, c'est pas non plus un service personnalisé, c'est vraiment plus at large puis c'est pour tout le monde. Et la réalité, c'est que ces gens-là ont fait tout ça avant de se rendre là. Donc, ils ont fait le one-on-one, ils ont fait le done for you, ils ont fait les masterminds, ils ont fait autres services, là, je parle du coaching, mais ça peut être autre chose. Ils ont fait l'agence marketing, ils ont fait plein d'autres modèles d'affaires avant, ils ont tout testé, ils ont tout gagné l'expérience, la notoriété, la crédibilité à travers les années. Puis là, ils disent
Hey gang, la nouvelle façon de faire de l'argent en ligne, c'est de faire un membership. Puis je suis comme, OK, mais c'est parce que toi, ça fait 10 ans que tu bâtis ton audience, tu bâtis ta réputation, tu bâtis tes résultats clients, tu bâtis ton course, tu l'améliores, tu as le background, tu as tout. Fait que c'est pas vrai que c'est la nouvelle façon de faire des revenus en ligne. C'est juste que toi, t'es rendu là dans ta business, puis c'est parfait. Mais genre, sois transparent à propos de ça. Les gens qui sont pas rendus là, c'est pas le bon conseil, c'est pas la bonne stratégie. Fait que, tu sais, je vois des memberships percer en ce moment, puis je les regarde, puis je suis comme, oh wow, that makes so much sense. Genre, c'est tellement la chose à faire, business-wise, stratégiquement, de faire un membership rendu où ils ont comme des grosses communautés qui ont bâti à travers le temps, ils ont les résultats clients, ils ont tout, ils peuvent prouver que là, ça marche, qu'est-ce qu'ils ont donné comme conseil, leur méthode, leur conseil, whatever. Mais gagne! C'est pas quand tu commences que tu commences avec ça, puis c'est le bon conseil nécessairement. Encore une fois, je reviens, ça veut pas dire que le membership est pas bon pour toi quand tu commences. Puis je vais expliquer les nuances par rapport à ça, puis je vais pas dire que c'est une mauvaise chose de se focusser vers un revenu qui est un petit peu dans un modèle d'affaires différent, qui est plus passif. J'ai des clients qui ont commencé avec un membership, mais leur vision et leur stratégie était différente par rapport à d'autres clients. Euh, Grosse train. Nick, j'ai pas ma montre en ce moment. J'ai rien. Fait que, je peux pas détecter le strain que je fais en ce moment, mais je me donne pas mal dans le live. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'émotions, comme vous pouvez voir. Mais comme stratège, puis consultante, puis coach business, euh, j'ai des opinions, puis je suis impartiale dans le sens que j'amène toujours de la neutralité dans les business de mes clients. Ma job, c'est pas de décider à la place de ma cliente. C'est pas non plus de lui dire comme voici mon opinion par rapport à ça, tu devrais faire qu'est-ce que moi je veux faire. Non. Mon point, c'est que là, j'amène des principes de base business qui sont importants de mentionner comme consultante. Pas juste laisser mes clientes faire ah, ben, décide, tu sais. Non, comme voici toutes les informations, prends une décision en connaissance de cause, puis choisis c'est quoi qui est le mieux pour toi. Et la neutralité que je veux amener, c'est que j'adore les formations en ligne, j'adore les memberships, j'adore les programmes qui sont un peu plus autonomes. J'en ai moi aussi, mes clientes en vendent. La différence, c'est que par exemple, ces clientes-là, je sais qu'ils sont des machines en marketing. Donc, c'est sûr que j'ai des clientes qui sont tellement bonnes pour créer du contenu, sont tellement bonnes pour magnétiser leurs clients. Yes, j'adore cette version de toi. Comme sont tellement bonnes pour créer du contenu, puis faire du marketing, puis aller chercher des leads, puis du volume comme facilement, que ces clientes-là, oui, of course, un modèle membership fait du sens parce que je sais qu'ils vont jamais manquer de leads, ils vont jamais manquer de clients potentiels euh, parce qu'elles ont cette facilité-là à créer, à faire du contenu, etc. Et je sais que over time, leur membership va grossir vite, mais je sais qu'elles vont continuer d'avoir une grosse audience, puis maintenir cette audience-là, puis continuer d'aller chercher un grand volume de personnes. Mais c'est des clientes qui veulent absolument rien savoir d'opérer ou d'être dans le nitty-gritty des détails, puis qui vont s'occuper du delivery, puis qui vont focuser sur chaque client ou qui vont focuser sur chaque relation. Euh, c'est souvent des clientes qui sont vraiment plus des créatives que des opératrices. Fait que c'est sûr que c'est important de connaître ta personnalité par rapport à ton modèle d'affaires, puis comme qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Et c'est pour ça que je voulais dire que c'est pas fait pour toutes les personnalités, puis c'est pas parce que c'est pas fait pour toi, c'est juste ça va être plus difficile. Comme c'est juste important de le savoir. Ça va être plus difficile. Si tu n'as pas de la facilité devant la caméra, si tu n'as pas de la facilité à créer tout le temps du contenu, les offres de grand volume comme des formations evergreen ou des memberships vont être vraiment plus compliquées pour toi. Euh, Encore là, pas juste nécessairement niveau facilité, parce que j'ai de la facilité. J'ai déjà eu un membership, j'ai déjà vraiment aimé ça, on a déjà fait beaucoup d'argent avec un membership, mais moi, personnellement, ça me drainait tellement d'énergie de ne pas être en contact avec chacune de mes clientes. Je suis tellement quelqu'un de proximité, je suis tellement quelqu'un qui est investi avec mes clientes que pour de vrai, j'ai enlevé ce revenu-là, puis j'ai vraiment juste focusé sur mes forces qui étaient le coaching, qui était ma capacité à bâtir des résultats incroyables pour les clientes qu'on travaille de façon plus en proximité. Puis ça, c'est juste moi, ma préférence en ce moment.
Puis, c'est important de voir que, puis là, je reviens un peu à ta personnalité par rapport aux différents modèles. Un revenu passif, là, pour que ça soit vraiment, vraiment passif, il faut qu'il y ait aucune heure de travail qui est mis pour faire ce revenu-là. Fait qu'un revenu passif, c'est genre, tu mets ton argent à la bourse, puis ton argent fait de l'argent. Ça, c'est passif. Tu as un immeuble, puis il est opéré, géré par quelqu'un d'autre, puis il fait de l'argent. Puis toi, tu le gères pas, tu l'opères pas. Ça, c'est un revenu passif. Mais sinon, il n'y a aucun business en ligne qui est passif. Puis ça, c'est une autre chose que je veux démystifier. C'est vraiment difficile d'être bon et bonne. Puis je suis pas en train de dire que c'est impossible, mais je veux mettre l'attente à la bonne place. Il faut que tu sois bon en marketing. Il faut que tu sois bon pour te présenter sur les médias sociaux. Il faut que tu sois bon pour livrer l'information. Une formation avec la difficulté à livrer l'information, c'est difficile. Fait qu'il faut que tu t'améliores en communication tout le temps. Il faut que tu améliores tes résultats clients pour que ça soit quelque chose que les gens veulent acheter encore, encore et encore. Je dis pas d'avoir quelque chose que tu vends 2, 3 fois, mais si tu veux vraiment bâtir ton modèle d'affaires avec ça, tu dois avoir une forme d'amélioration du produit en continu. Tu peux pas juste le faire une fois puis le laisser là. Non, parce que ça change. Puis ceux qui sont créateurs de formation le savent. Julie, tu le sais probablement. Tu sais, ce qui est tendance au niveau de la décoration, le gâteau va changer. C'est comme de fil en aiguille, puis peut-être les bases vont rester les mêmes, puis tu vas pouvoir garder les bases des formations, mais au bout de la ligne, comme après 4 ans, il va falloir que tu renouvelles un petit peu pour garder ton produit intéressant. Puis logiquement, si tu veux croître ta business de cette façon-là, puis vraiment faire de l'argent avec ça, c'est la chose à faire. C'est la bonne chose à faire qui va te donner le plus de résultats. Donc, il n'y a rien qui est passif en ligne. Il n'y a absolument aucun revenu qui est passif en ligne. Mais quand on comprend que si on veut faire de l'argent, puis vraiment, là, que ça soit une entreprise qui est profitable, je pense que c'est plus ça que les gens veulent dire, profitable et efficace, c'est de, oui, focuser beaucoup sur le marketing. Fait que ça, c'est vraiment important. Si tu vends une formation, tu peux pas te contenter de juste attendre les résultats, attendre les références clients. Pourquoi? Parce que une formation, c'est un petit peu différent d'un service. Les gens vont référer un service, vont référer quelqu'un. Une formation, c'est plus comme des connaissances, etc. Puis oui, il peut avoir une forme de référencement, mais c'est vraiment différent. C'est un produit. Fait que là, on parle un peu plus d'affiliation. Puis si on parle d'affiliation, c'est beaucoup de marketing aussi. Il faut que tu leur donnes du contenu ou du matériel auquel travailler ces affiliés-là. Un site web, il faut qu'il y ait l'entretien du site web. Donc, tout ça, je veux dire qu'il y a un travail de marketing important à faire en termes de... Et oui, effectivement, j'ai dû changer et refaire des gâteaux différents et aussi améliorer les recettes. Voilà. Donc, c'est pas comme tu le fais une fois puis c'est fini, comme les gens disent sur les médias sociaux. Euh, non. Si tu veux continuer de faire des ventes, si tu veux continuer de croître la business, il faut que tu améliores ta formation ou ton produit ou ton membership tout le temps. Je dis ça, puis quelque chose qui me vient en tête, c'est une cliente qui, elle a toujours de la nouveauté aussi. Fait que si tu fais un membership, il y en a qui disent, ah, je vais comme tout enregistrer mes capsules dans mon membership, puis une fois que le membership est créé, tu n'as plus besoin de rien créer. Mais je suis comme, les gens, s'ils veulent rester, s'il faut que les gens restent abonnés, tu crées des nouvelles choses. Fait qu'il faut que tu aimes créer un peu plus que juste vouloir juste faire le membership pour avoir des revenus récurrents. Puis je pense que c'est ça le problème, c'est que on veut le résultat, mais on veut pas le travail. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. On comprend le concept de OK, ben si je le fais une fois, j'ai plus besoin de le refaire. Fait que c'est tentant, c'est évitant, mais c'est pas du tout ça. Mais tu sais, je vais faire une comparaison là. Puis là, aujourd'hui, c'est vraiment pas un live qui est là pour vous dire comme voici le step by step de qu'est-ce que je fais comme dans mes formations. Parce que je partage ouvertement mon opinion pour sensibiliser sur le sujet. C'est plus ça l'objectif. Mais par exemple, en coaching puis en high ticket, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui achètent le high ticket, l'idée du high ticket parce qu'ils ont besoin de faire moins d'efforts pour faire une vente.
Mais on peut-tu arrêter d'avoir cette mentalité-là de comme qu'est-ce qui va me donner le plus d'argent pour le moins d'efforts parce que c'est pas soutenable. Comme c'est pas ça qu'on veut. Éventuellement, tu vas te retrouver avec la confrontation de OK, il faut que je fasse du travail pour faire cette chose-là. Ça revient un peu à mon principe de base de arrête de te concentrer sur les revenus passifs ou les revenus high ticket ou le modèle qui va être le plus facile, qui va t'éviter le plus de travail et focus sur le modèle qui est le plus facile pour toi parce que c'est tes forces. Puis pourquoi que je suis aussi comblée puis que je trouve que c'est pas un travail de travailler pour moi, c'est que je focus sur mes forces puis je sais que je suis excellente dans ce que je fais puis que c'est pas un travail. Quand je suis en coaching, je vois pas le temps passer parce que je sais que c'est ma force puis je sais que c'est pas forcé pour moi, j'aime vraiment ça. Puis oui, c'est du travail, comme oui, c'est un effort. Je finis ma journée, puis oui, c'est un effort d'être en coaching. Comme il faut que je sois bonne, il faut que je sois concentrée, il faut que je prenne des notes, il faut que je me souvienne, il faut que je challenge mes clientes, il faut que je communique avec mon équipe les enjeux pour qu'ils fassent le suivi. Comme c'est du travail, comme c'est vraiment de l'effort. Et en même temps, je ressens pas ça comme un effort parce que j'aime vraiment ce que je fais. Puis j'aime la façon que je le fais. Fait que je pense que c'est plus d'apprendre à trouver un modèle que vous aimez ce que vous faites, puis vous aimez la façon dont vous le faites. Donc, c'est soutenable, donc vous pouvez le croître, donc vous pouvez le scaler. Et vous n'êtes pas obligé de le scaler à l'infini non plus. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose que les gens sont vraiment stickés sur les comme scaler, 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 scaler. C'est correct de vouloir croître la business, je pense que c'est vraiment correct, mais c'est pas parce que tu as une formation que tu vas être plus capable de la scaler que si tu avais, par exemple, un service que tu offrais. Pourquoi? Parce que ça dépend de d'autres choses que juste ton temps. Comme, mettons, comme je disais, par rapport à la formation, ça dépend de comment tu es bon en marketing, comment tu es bonne en marketing, puis comment tu veux développer ça, puis c'est une force, parce que si c'est pas une force, tu peux le développer, mais est-ce que tu as le goût de développer tes skills en marketing? Est-ce que tu as le goût de te mettre de l'avant? C'est du travail, ça aussi. Fait que tout ça pour dire que au bout de la ligne, je pense que Marie-Ève a totalement raison. Il faut améliorer ce qu'on fait. Il faut savoir c'est quoi qui est requis pour avoir ces succès-là. Euh, Par où je m'en vais pour la suite des choses. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses que vous voulez que je parle par rapport aux formations. Euh, je sais que je voulais parler de un petit peu comment vivre du succès, mettons, avec un revenu passif. Euh, Qu'est-ce que je pourrais commencer par dire? Ouais, ben en fait, j'ai commencé au début par faut que tu aies une expérience. Faut que tu aies quelque chose de pertinent comme expérience, comme background, comme succès, comme notoriété ou comme audience de base pour arriver à établir une fondation solide sur pourquoi que les gens veulent acheter. Ça, c'est la première base. Si tu n'as pas ça, c'est vraiment difficile de vendre. Fait que va chercher l'expérience, va chercher le background, va chercher X, Y, Z connaissances par rapport à ce que tu veux vendre comme formation. Puis la meilleure façon, souvent, c'est de le faire comme de l'offrir en one-on-one, de le tester avec des clients, de te donner la permission d'être débutante, puis comme de commencer à apprendre. Ça, c'est la meilleure façon, sincèrement. Puis c'est pour ça que je retourne beaucoup de clients à aller gagner de l'expérience, aller tester des choses avant de venir me voir parce que c'est là qu'on peut vraiment, oui, créer ton produit d'information, créer ton revenu, entre guillemets, passif ta formation ou ton membership parce que tu as ce qu'il faut pour le vendre aussi. C'est une chose de la créer, la formation, mais si tu as le background pour le vendre parce que tu connais tes clients, tu connais leurs enjeux, tu connais c'est quoi qu'ils veulent, puis qu'est-ce qui les intrigue, puis c'est quoi qui est important pour eux dans une formation, mais c'est vraiment plus facile de focuser sur ton marketing, sur ces éléments-là, puis c'est plus facile à vendre après. Fait que ça, l'expérience, c'est vraiment, vraiment euh, important pour réussir à bien vendre ta formation. Deuxième chose, puis Nick, je réponds à la question après. Deuxième chose vraiment importante par rapport à ta formation, autre que l'expérience, c'est ton audience. Si tu commences avec une audience de 200 personnes, ça va être vraiment difficile. Fait que si tu as l'intention de bâtir une formation ou un produit d'information comme un membership, ou un programme semi-autonome, mettons, avec peut-être quelques supports clients ou quelques appels ou quelques whatever, et une attention particulière à ton marketing et développe ta communauté.
il faut que tu aies plus de visibilité parce que tu peux pas te permettre de charger un prix premium à ce genre d'offre-là. Donc, il faut que tu aies un volume. Tu peux pas juste commencer avec une petite audience puis espérer faire beaucoup de revenus. Ton audience va être limitée parce que ton prix va être vraiment pas assez cher pour que ça vaille la peine d'avoir un vrai modèle d'affaires soutenable. Fait que quand tu veux lancer un produit, exemple, une formation à comme une centaine de dollars ou un membership à comme une centaine de dollars et moins par mois, il faut absolument que tu aies une audience. Fait que ça, c'est le deuxième point. Il faut que tu aies quelqu'un à qui le vendre, puis un gros volume de ces gens-là à qui le vendre. Si tu as juste une petite audience ou que tu n'as pas beaucoup comme, de gens qui te suivent ou une communauté engagée, commence pas par ça. Ça va être plus difficile, honnêtement. Ça va être vraiment plus difficile de commencer par ça si tu es pas bonne en marketing. Parce que si tu es bonne en marketing, ça peut aller vraiment vite. Tu peux le développer vraiment vite si tu es bonne et à l'aise devant la caméra, puis tu peux facilement croître ton audience. Encore une fois, c'est très relatif, là, mais si tu sens que tu as cette force-là, puis que tu veux faire ça, dans ce cas-là, oui, puis tout dépendamment de comme je dis, l'exemple avec ma cliente qui a un membership qui a commencé par ça dépend des situations. Mais comme je dis, généralement, on ne commence pas avec ça si tu n'as pas une force là-dedans spécifiquement. Euh, Fait que ça, ce serait les deux choses. Un, vraiment l'expérience. Deux, l'audience, il faut que tu aies du volume. Puis trois, la notoriété, le social proof, puis ta réputation. Ça, c'est ce qui vend le plus, honnêtement. Si tu vas à une formation, quelqu'un que ça fait 5 ans qui est en ligne, que ça fait 5 ans qu'ils font ce qu'ils font, 10 ans qu'ils font ce qu'ils font, qui ont tu sais, justement, comme Julie mentionnait, j'ai déjà eu une boulangerie, j'ai déjà eu X, Y, Z d'expérience. OK, comme j'achète pas juste quelqu'un qui a décidé de vouloir faire une formation, j'achète quelqu'un qui a vraiment une expérience, puis ça ajoute un sentiment de confiance parce qu'en ligne, sinon, on n'a pas ce one-on-one-là, cette connexion-là. Fait avoir cette notoriété-là est vraiment déterminante dans le succès d'un lancement d'une formation ou non. Puis quand je dis formation, là, je dis comme dans les centaines de dollars. Je parle pas des programmes avec du coaching, ce genre d'affaires-là. Là, on parle d'une autre stratégie quand même de ce côté-là. Euh, Là, on peut aller un petit peu plus vers d'autres choses, d'autres éléments de persuasion. OK. Une formation ou plusieurs formations, low ticket, mid ticket, high ticket. Je sais pas c'est quoi la question, c'est quoi qui est le mieux, qu'est-ce qui est pourquoi, mais mettons que j'ai à deviner ta question, je pense que c'est plus de dire c'est quoi les avantages, puis mettons les désavantages de tout. Par expérience, une formation, si tu veux offrir une formation, mettons que tu dis comme ça, c'est ça que je vais vendre, ça va être une formation, ça va être vraiment quelque chose sur comme mon brand va être bâti, ça va être peut-être une formation signature ou comme les gens vont me reconnaître pour ça. Généralement, c'est mieux d'être spécifique que trop large. Pourquoi? Parce que ben, les gens vont te reconnaître pour une chose en particulier, puis vont venir te voir pour ça, puis vont acheter ta formation pour cet élément-là. Ce qui est difficile avec les formations, c'est qu'on ne peut pas les personnaliser. Fait que si on est trop large, la personne ne se sent pas interpellée, puis elle est comme ouais, mais comme j'ai tout pas besoin de ces affaires-là. Je veux juste, mettons, ça. Ou il faut que la transformation soit vraiment précise, comme apprends à faire un funnel sur ManyChat en 30 jours, puis là, tu sais exactement c'est quoi le résultat souhaité. Fait que ça se peut que la stratégie soit quand même large, mais le résultat final, c'est pas comme prendre la masse musculaire, mettons. Tu sais, c'est prendre la masse musculaire, c'est quand même, OK, est-ce que tu vas me faire tel exercice? Comment tu vas m'arriver à faire ça? Fait qu'une formation, généralement, il faut qu'elle soit spécifique dans le résultat puis dans le processus. Comment on fait pour s'y rendre? C'est un peu le désavantage de quelqu'un qui est comme généraliste comme moi, comme une formation, c'est difficile à vendre parce que on a tellement une expertise. Moi, j'ai tellement une expertise qui est large, puis j'aime aller large, puis j'aime personnaliser, que c'est difficile de condenser ça dans une formation, puis de dire je me limite à juste ça.
Puis aussi, c'est parce que je travaille pas comme ça avec mes clientes. J'ai pas une méthode, j'ai pas une façon de travailler. Je fais pas la même affaire avec toutes mes clientes. Fait que c'est difficile pour moi de dire, OK, voici comment faire. Fait que des avantages, c'est ça permet vraiment moins la généralisation. Puis, c'est ça, il faut vraiment que tu sois spécifique. Plusieurs formations, ça, c'est bon pour quelqu'un qui, justement, a une entreprise de par exemple, qui est vraiment axé sur l'éducation. Fait que, exemple, moi, mon brand complet est de l'éducation. C'est juste ça que je fais. Je fais de l'éducation. Fait que c'est bon pour du développement personnel parce que là, je peux juste prendre la formation que j'ai envie dans un développement personnel en particulier. C'est bon pour les gens qui sont comme, euh, genre, justement, là, comment faire mettons, psychoéducation. Puis là, il y a des formations sur l'anxiété pour les enfants. Il y a des formations pour X, Y, Z. Donc, ils ont plein de spécialités, mais ils sont vraiment focusés sur l'éducation. C'est pas nécessairement juste comme une approche personnalisée. Ils sont vraiment axés sur transférer de l'information. Fait que ça, c'est super bon pour ça. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi que tu sois spécifique dans chacune de ces formations-là pour pas que ça soit euh, une formation générale pour la psychoéducation chez l'adulte ou une formation générale chez la psychoéducation chez l'enfant. Il faut qu'il y ait des objectifs précis pour chacune de ces formations-là. Puis la différence avec quelqu'un qui irait avec juste une formation, par exemple, c'est que cette formation-là, elle serait souvent pas leur seul modèle d'affaires. Ils ont comme un autre produit, ils ont un autre offre de service, puis leur formation est complémentaire à leur offre de service. Puis c'est pas leur modèle d'affaires n'est pas basé sur des formations à vendre, par exemple. Euh, low ticket, mid ticket, high ticket. Bon, le low ticket, beaucoup de turnover, puis beaucoup de roulement. Fait que si tu es confortable avec le fait que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de volume de clients à gérer, ça veut dire aussi plus de courriels de support, puis de problèmes d'accès, puis de problèmes de paiement, puis plus de volume. Fait que, tu sais, plus que tu as de volume, plus que tu as de choses à gérer différentes. Par contre, au niveau du delivery, vraiment moins d'attente. Fait que, tu sais, t'es pas engagé à un client qui va t'appeler un mercredi parce qu'il y a quelque chose qui marche pas sur son site web. C'est quelque chose qui va être du tout, tu sais, comme c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de c'est ça, un petit peu plus de genre, faut juste que je livre le minimum du service, puis that's it. Fait que les attentes sont vraiment moins élevées. Par contre, la participation ou l'engagement ou les résultats de façon globale sont moins élevés. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'engagement, parce qu'il y a moins un gros montant associé à ça, puis il y a plus de roulement. Fait que pour mes clientes qui ont des memberships, c'est normal de voir tu sais, un taux de rétention qui est différent que d'autres euh, price points. Fait que c'est normal qu'il y ait des désabonnements. C'est normal que, mettons, un low ticket, si tu fais, exemple, que tu vends quelque chose à 30 par mois pendant un an, que tu aies des désabonnements à chaque mois. Netflix, whatever, peu importe, on se désabonne de certains abonnements parce que finalement, on s'en sert pas. Parce qu'on n'est pas assez engagé, parce qu'on n'a pas payé assez cher pour ça ou parce que la valeur est juste pas assez grande. Puis c'est souvent ça qui arrive dans le low-ticket, on peut pas donner trop de valeur, on peut pas donner comme, pas qu'on peut pas donner trop de valeur, mais je veux dire, on peut pas donner le même service que quelqu'un qui paye high ticket. Ça fait pas de sens niveau profitabilité, right? Fait qu'il faut trouver un juste milieu, puis c'est juste un modèle qui a plus de roulement, qui a plus de clients, mais aussi plus de demandes à gérer. Fait que souvent, comme il y a des façons de l'automatiser, il y a des façons de le gérer pour simplifier le modèle, mais il faut que tu aimes avoir ce roulement-là, puis de pas vraiment avoir de contact avec tes clients. Tu n'es pas vraiment en relation avec tes clients tant que ça dans un modèle plus low ticket. Moins de contrôle aussi, parce que si tu n'es pas en relation avec tes clients directement, puis encore une fois, ça dépend. J'ai des clientes qui ont des low tickets qui sont en contact avec leurs clients. Fait que tu peux décider d'y mettre des flips hybrides, là. C'est pas obligé d'être comme tout blanc ou tout noir. Fait que ça dépend tout le temps. C'est comme la phrase qui revient tout le temps, mais ça dépend tout le temps. Mid-ticket, high-ticket. Le mid-ticket, c'est parfait pour les entreprises qui ont besoin d'un niveau d'engagement de leurs clients assez élevé pour qu'ils soient motivés à le faire.
et que c'est pas des clients qui sont difficiles à servir. Donc, je m'explique. Si, exemple, tu entraînes quelqu'un, OK? Tu lui fais un programme d'entraînement, whatever, et que tu as comme un groupe, OK? Fait que ça, c'est quand même assez simple à servir parce que le client, il s'attend à s'entraîner puis recevoir des conseils, puis c'est pas comme il te délègue pas nécessairement son site web ou il délègue pas nécessairement des choses qui ont un impact quand même assez grand. Fait que le pire qui peut arriver, entre guillemets, c'est que le client, il fasse pas ses workouts, puis qu'il vienne te poser une question par rapport à sa motivation, puis son entraînement. Puis là, je simplifie le modèle, là, mais comme vraiment trop, là, mais fait que c'est parfait pour les clients qui ont besoin de s'engager, comme qui ont besoin de payer une certaine somme, avoir un certain niveau de personnalisation pour vivre les transformations, mais en même temps, qui, là, je parle autour de 1000, là, 1000-ish, mais qui sont pas nécessairement, qui demandent pas un temps significatif ou une implication ou une personnalisation spécifique pour leurs besoins. Fait que c'est parfait en fitness, en santé mentale. J'essaie de trouver comme médias sociaux, création de contenu. Tu sais, c'est pas grave si la personne n'a pas créé de contenu de la semaine, mais elle va revenir te voir, elle va avoir des questions, etc. Que tu peux répondre aussi en groupe, puis euh, t'es pas autant redevable par rapport à faut que tu remettes des choses, il faut que tu sois vraiment comme impliqué beaucoup dans le processus. La cliente ou le client est quand même beaucoup impliqué dans le processus. High ticket, il faut que tu sois impliqué beaucoup plus dans le processus. Il faut que tu fasses du high touch. Il faut que tu sois là à chaque étape. Il faut que tu traînes un petit peu plus le processus, puis qu'il faut que tu montres un petit peu plus le client. Il faut que le client, oui, soit impliqué, mais ton niveau d'implication a beaucoup d'impact dans le high ticket. Fait que si tu veux charger high ticket, il y a un prix à payer qui est faut que tu sois impliqué beaucoup plus. Est-ce que tu fais plus d'argent? Oui. Par client, oui, tu as besoin d'avoir moins de clients, mais chaque client te prend vraiment plus de temps. Et généralement, ces offres-là, il y a moins de rotation. Tu n'as pas besoin de beaucoup de volume. Tu as pas mal toujours les mêmes clients. C'est pas mal toujours une rétention. Tu as beaucoup de références clients, mais tu es limité au niveau du volume. Puis, tu es limité à ce que les clients, ben, ils vont vraiment avoir des attentes. Fait que c'est vraiment comme faut, tu peux pas te permettre de descendre les attentes en high ticket. Il y a des attentes à rencontrer. Donc, voilà les ups et downs de comme les modèles d'affaires. J'espère que c'est une super bonne question en fait. C'est de savoir tu te situes où là-dedans. J'ai des clientes à tous les points. J'ai des clientes qui ont une formation, plusieurs formations. J'ai des clientes low ticket en formation, comme des formations à 30, 100 dollars, des memberships low ticket. J'ai des memberships high ticket. J'ai des clientes qui ont des offres, mettons, mid ticket qui sont 1000, 2000 dollars puis qui vendent à scale. Puis j'ai des clientes high ticket aussi. Moi, mon modèle d'affaires, il est high ticket. J'ai quand même je dirais, un high ticket qui est accessible, en guillemets, parce que j'ai plusieurs forfaits pour mes clients. Donc, c'est pas juste, mettons, du high ticket. J'ai quand même des offres de services qui sont accessibles overall, mais qui demandent quand même une certaine implication de mes clientes un peu plus pour certaines offres. Fait qu'il y a des modèles hybrides comme ça que vous pouvez adapter en fonction de votre clientèle, de vos forces, de vos faiblesses, puis voilà. Fait que le sujet du jour, c'était beaucoup comme par rapport au scam des formations en ligne, mais comme tout ce que je viens de vous expliquer, dans tous les modèles, il y a du travail nécessaire. Il y en a que c'est pour maintenir tes memberships. Il faut que tu maintiennes, il faut que tu aies toujours comme une certaine rétention à continuer de garder pour ne pas perdre des membres après plusieurs mois. Il faut que tu acquérir des nouveaux membres, il faut que tu ailles chercher des nouveaux membres. Fait qu'il y a un travail de marketing. En formation, il y a un travail d'améliorer toujours la formation pour qu'elle reste à jour, puis que tu continues de la vendre. Fait que aussi beaucoup de marketing. Euh, Après ça, toutes les autres offres, il y a du travail. Fait que c'est juste de voir c'est quoi le travail que tu veux faire, c'est quoi le modèle que tu vas avoir. Puis au bout de la ligne, il n'y en a pas de meilleur que d'autres. Tu peux scaler ta business avec du high ticket. C'est pas parce que tu fais du one-on-one que tu peux pas scaler ta business. Tu peux scaler ta business avec du one-on-one. J'ai des clients qui font... Font-tu juste du one-on-one?
J'ai des clients qui font majoritairement du one-on-one, puis qui font 100 000 par année et plus. Donc oui, c'est possible de scaler ta business selon ce que tu veux scaler. Une autre chose que j'ai pas vraiment pris le temps de dire, puis là, je suis comme à bout de souffle parce que je parle ben trop vite. Je vais me calmer un peu. Hang on, ça sent bien. Ce que je voulais dire, c'est que, d'abord, j'ai perdu mon idée. Hmm. J'ai parlé d'efforts, j'ai parlé de marketing, j'ai parlé d'améliorer l'offre, notoriété. Ça va venir. Avez-vous des questions en attendant que Caroline j'adore un peu? Je savais que ce live-là allait m'enflammer un petit peu. Parce que je suis quelqu'un qui a. OK. Capsule astrologie ici. On dérape du sujet le temps que je retrouve mes idées. Capsule astrologie. J'ai un signe du soleil en balance. OK? Fait que moi, la justice, l'égalité, l'équité, l'espèce de comme je défends ceux qui sont vulnérables, comme genre je défends ceux qui je défends les choses en quoi je crois, genre c'est vraiment vraiment fort pour moi, genre c'est quelque chose qui est comme vraiment qui vient me chercher. Fait que quand que j'ai des clientes qui me disent ah tu sais j'ai vu en ligne que je pouvais faire comme que tout le monde c'est facile de faire 10 000 par mois en vendant une formation, je suis genre ah je suis genre pas capable. Scorpion ascendant Verseau ici, c'est pas calme mon affaire. OK. Fait que peut-être. Moi, j'ai beaucoup de signes de Scorpion aussi. Fait que je sais que j'ai une douceur, mais j'ai une intensité, on va dire ça comme ça, au niveau de mes émotions. Puis quand il y a des choses qui me fâchent, quand il y a des choses, je suis pas quelqu'un qui me fâche, mais il y a des choses qui me fâchent. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme je vais jamais être fâchée, comme je vais pas exprimer de la colère, puis comme lash out sur quelqu'un. Je suis plus du genre quelqu'un à comme m'effondrer puis être triste plutôt qu'être fâchée, ou quand je vais être fâchée, je serai pas fâchée longtemps. Genre, je suis pas nécessairement quelqu'un qui rentre dans un sentiment de colère facilement, mais il y a des choses qui me frustrent. Je sais pas si vous comprenez la différence entre comme frustration puis colère, comme il y a des choses qui me frustrent puis je suis comme ah, comment ça existe? Des injustices. Je pense que c'est une des choses qui me frustre le plus, c'est des injustices, c'est des gens qui sont pas intègres. L'intégrité, comme reconnaître que tu as fait une erreur ou reconnaître que ça, c'est pas bien ou reconnaître que ça fait du tort ou peu importe, comme les gens qui sont pas en intégrité puis qui sont pas comme capables de own leur erreur ou peu importe ou ce qui est là, ça me frustre. Pas grand-chose qui me frustre plus que ça. Puis, parce que moi, j'ai appris, puis je pense que c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement avant. J'ai appris à reconnaître mes erreurs, puis à pas le prendre personnel, puis avec du développement personnel, vraiment comme, OK, c'est là, puis ce feedback-là est là pour m'améliorer, c'est pas là pour c'est pas là pour contre moi, c'est là pour moi. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que j'aimerais que plus de personnes aient comme des clics, mais ça revient un petit peu à ce que je disais par rapport à l'injustice. Je ressens des fois l'envie de dire à des gens comme Hey, t'as-tu remarqué que qu'est-ce que tu disais, ça avait un impact négatif sur les gens qui regardent ce contenu-là ou qui entendent ça. Et là où est-ce que moi, j'ai pas envie d'aller là, c'est que j'ai pas envie d'être cette personne-là qui le fait. J'ai envie que de vous éduquer par rapport à ça. Puis moi, c'est mon rôle d'éduquer mes clients, d'éduquer ma communauté sur c'est quoi une entreprise profitable, éthique et soutenable à travers le long terme, c'est quoi la réalité. Ça, c'est mon rôle. Fait que j'exprime ma frustration puis ma colère pour la diriger dans la meilleure façon possible. En fait, je l'espère, parce que je pense que c'est plus productif ça que d'essayer d'arrêter les gens qui le font, parce que les gens qui le font vont continuer de le faire. Peu importe si je suis là ou je suis pas là. Fait que ça sert à rien. Ce que je peux faire, c'est mon bout de chemin, puis moi, qu'est-ce que j'ai le contrôle. Puis je pense que ça passe à travers l'éducation, ça passe à travers connecter avec vous, puis partager mon expérience, celle de mes clientes et tout. L'eau, ticket, formation débutant intermédiaire sous forme de capsule. Euh,
mid-ticket, démarrer sa business sucrée en Zoom direct. J'aime ça. Tu donnes les noms de tes formations. High ticket coaching one-on-one pour accompagner les entrepreneurs sucrés. Oh, wow! On dirait que j'aime ton modèle d'affaires parce que ça décrit exactement ce que j'expliquais. Comme exactement, j'ai un exemple concret de qu'est-ce que j'expliquais. Fait que une formation débutant intermédiaire, c'est parfait parce que il y en a beaucoup qui vont peut-être le faire à moitié. Ils sont débutants, ils savent pas peut-être s'ils vont aimer ça, ils savent pas s'ils vont être bons, ils savent pas si c'est pour eux, mais ils sont curieux, ils ont le goût de l'essayer, puis ils veulent le faire à leur rythme. Puis toi, tu veux pas perdre ton temps à leur montrer comment bâtir une business là-dedans s'ils sont pas plus sérieux que ça. Fait que c'est bien d'avoir un lot ticket pour ça. Puis justement, là, ça, tu peux le scaler parce que tout le monde peut bénéficier de savoir comment faire ou comme dans une certaine mesure, tous ceux qui ont de la curiosité peuvent acheter cette formation-là. Fait que c'est bien de la rendre accessible avec un prix plus alléchant. Mid-ticket, démarrer sa business sucrée, là, il faut que tu aies un certain contact un petit peu plus avec ces gens-là pour les aider, les accompagner, pour leur promettre la transformation souhaitée, c'est-à-dire démarrer sa business. Puis ça, c'est comme quand même plusieurs étapes, puis on veut que les clients soient satisfaits, fait qu'on leur offre un peu plus de support par rapport à ça, fait que le prix se reflète et on a besoin d'un certain engagement de leur part pour qu'ils fassent les actions. S'ils payent, je sais pas, 50 $ pour ça, les chances qu'ils font les actions sont pas tant élevées. Puis ça prend beaucoup de motivation pour démarrer une business. Fait qu'il faut que le prix représente l'implication puis l'énergie que ça va prendre pour avoir les résultats. Sinon, ta formation va pas donner les résultats escomptés. Puis c'est pour ça que le prix est important dans la définition de l'offre aussi, là. Puis le coaching à étiquette, coaching one-on-one pour accompagner les entrepreneurs sucrés. Là, on parle de high touch. Là, tu es la mentor, tu es la personne qui l'a vécu, tu es la personne qui va les aider. Il y a une relation qui est développée. Tu peux pas avoir 100 personnes comme ça. Tu peux pas en avoir à l'infini. Puis aussi, le nombre de personnes qui vont se rendre là vont être limitées aussi. Fait, ça fait du sens que ça soit plus cher. Ça fait du sens que les gens veulent te parler à toi. Ils veulent pas juste une formation. Ils ont déjà les bases. Ils ont déjà ce qu'il faut. Ils savent déjà comment rouler leur business. Ils ont besoin de l'amener plus loin, ils ont besoin d'avoir une perspective extérieure, quelqu'un qui est passé par le chemin. Fait que, tu sais, comment dire, l'affaire est hybride. Puis c'est ça que j'aime, c'est que dans ce que tu montres comme modèle, Julie, c'est que on n'est pas obligé d'avoir juste une chose. On n'est pas obligé d'être juste dans le high ticket, juste dans le low ticket. Il y a plein de façons de croître une business. Puis c'est pour ça que ça me fâche autant de voir des messages comme Hey, la meilleure façon de, en 2024, scaler une business, c'est du low ticket. Non, pas nécessairement. Comme il y a plein de façons en 2024 de scaler une business. Ça peut être d'ajouter un produit à ta ligne de service, comme Ah, j'ai juste du high ticket, j'aimerais ça acheter du mid ticket. Ou Ah, j'ai juste du low ticket, j'aimerais ça acheter du high ticket. Ou non, moi, je veux pas acheter d'autres formes de revenus, je vais me concentrer à 100% sur le low ticket, je vais aller chercher du volume. Magnifique, comme tout est possible. On peut tout faire ça en fonction de tes forces, tes faiblesses, puis, comme j'ai dit, ton modèle d'affaires actuel. All right. Fait que, s'il y a quelque chose à retenir de ça, de tout ça, c'est que tous les modèles d'affaires demandent du travail, demandent des efforts, demandent. euh, et moi, je vois ça comme une poupée russe. Ouais, c'est vrai qu'il y a une échelle de service, puis une offre de service, c'est comme une poupée russe. Et, euh, et dans un modèle où est-ce que c'est juste une chose, je pense que c'est correct aussi qu'il y ait une poupée russe dans ton offre. Fait que si on parle d'un membership, peut-être qu'on va vouloir ajouter des épaisseurs à ton membership. Peut-être qu'on va l'améliorer à tous les 6 mois, on va créer une nouvelle section de ton membership pour continuer de rendre les membres encore intéressés de continuer dans le membership. Fait que peu importe ce que tu crées comme offre de service, ça va avoir différentes épaisseurs, différentes euh, saveurs, puis ça va évoluer, ça sera pas juste une chose, puis ça va être un mélange peut-être aussi. Comme je dis, j'ai des clientes qui ont un membership en guillemets, qui est comme récurrent, mais elles vont ajouter une touche personnalisée à l'intérieur de ça. Fait que je pense que c'est d'être capable de créer son modèle d'affaires,
puis de pas se laisser distraire par ce que les autres disent qui est mieux de faire ou pas de faire, puis de juste le tester puis le découvrir par soi-même. C'est pas la réponse la plus sexy, c'est plus sexy de dire voici c'est quoi que tu dois faire pour faire de l'argent, mais en même temps, c'est la façon la plus soutenable à travers le temps. Alright, fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le live d'aujourd'hui. Euh, Ça a été un petit peu hectique pour moi là, de gérer la situation avec l'ordinateur. Je voyais pas super bien, mais j'ai quand même bien géré. On va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain live qui va être, j'ai pas encore la thématique, mais on va se retrouver encore ici. Est-ce que vous saviez que le nom du groupe a changé pour Femmes d'affaires accomplies? On n'est plus maintenant euh, présidente visionnaire, mais ça s'appelle Femme d'affaires accomplie par Amélie Riendo. Est-ce que vous avez remarqué? Si vous n'avez pas remarqué, euh, bye chérie, bonne fin de journée. Ça me fait plaisir Caroline, ça me fait plaisir Vanessa. Mais en fait, on a changé le nom du groupe pour Femmes d'affaires accomplies pour fitter avec le podcast qui va sortir, donc qui est déjà sorti, Femmes d'affaires accomplies, c'est le nom du podcast, mais on voulait donner la suite, dans le fond, du nom sur le groupe Facebook pour que le podcast et le groupe Facebook aient le même nom. Parce que c'est comme la continuité du podcast qui va ressortir saison 9 lundi pour extensionner les conversations qu'il y a sur le podcast dans le groupe Facebook. Fait que j'ai vraiment hâte. Caroline qui a fait le changement de nom. Nice! Vous allez voir, dans le fond, lundi, le podcast saison 9 sortir. Allez l'écouter. Je vous dis, les invités, les coachés cette saison-ci, c'est hallucinant. Vous allez tellement aimer ça. C'est vraiment, tu sais, c'est la même chose, c'est le même concept, mais il y a encore des nouveautés, puis ça a évolué. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Donc, stay tuned. Je vais pouvoir vous mettre le lien. On a fait une publication justement par rapport à ça aujourd'hui. Puis lundi, on va faire un post avec, dans le fond, la présentation de la saison 9 avec nos invités et les coachés. Puis voilà, toujours fidèle au poste pour les podcasts. Nice! Vous me donnerez vos feedbacks quand vous l'aurez écouté. Je suis sûre que vous allez aimer, mais j'aime tellement avoir vos feedbacks, voir qu'est-ce que ça a résonné pour vous. Vous allez flipper. Moi, j'ai hâte. Fait que j'ai hâte à lundi. On se retrouve vendredi prochain pour un autre live coaching. Puis merci d'avoir été là aujourd'hui. Votre présence est toujours vraiment appréciée. Bye tout le monde!